Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ceux qui étaient déjà en âge d'avoir des souvenirs il y a 50 ans se le rappellent forcément, les programmes de la télévision interrompus par un message laconique informant les Français de la mort de leur président. Georges Pompidou, malade depuis des années, dont l'entourage, Pierre Juillet, Marie-France Garot, Édouard Balladur notamment, assurait dans les faits la marche des grandes affaires. Georges Pompidou que l'opinion publique aimait beaucoup et qui avait, avec un grand doigté et pas mal d'autorité, succédé au général de Gaulle. On imagine qu'il n'était pas si facile de succéder à un tel chef d'État. Pompidou, donc, n'était plus. Ces 5 années de présidence nous ramènent donc un demi-siècle en arrière, et pourtant, quelle différence de situation. La France de l'époque, la France du tout début des années 1970, était celle du Concorde, de la Tour Montparnasse, de la Citroën SM, des hippies, de la libération sexuelle, de la pub à la télé, des premiers hypermarchés, des Shadocks et de Louis de Funès. Cette France-là souriait à la croissance industrielle, c'est bien simple. Pendant les 5 ans de la petite ère pompidolienne, le niveau de vie des Français aura augmenté, tenez-vous bien, de 25%. Et pendant ces 5 mêmes années, le niveau de la richesse nationale aura augmenté de 35%, plus d'un tiers. Comme je le disais il y a 10 ans, en recevant à la radio celui qui, quelques semaines après la mort de Pompidou, devait lui succéder à son tour, Valéry Giscard d'Estaing, je lui disais « On aura peut-être du mal à propos de ce tournant des années 70 à parler d'une grande époque, voire même d'une belle époque. Mais pour beaucoup de Français qui voyaient leur quotidien s'améliorer de jour en jour, ce fut certainement une bonne époque. » Georges Pompidou lui-même déclarait au moment de son élection à la présidence « Les peuples heureux n'ayant pas d'histoire, je souhaiterais que les historiens n'aient pas trop de choses à dire sur mon mandat. Pas de guerre, pas de révolution notamment. Ce qui compte, c'est que ce mandat soit pour la France une période de sécurité et de rénovation, de bonheur et de dignité. » Voilà, d'une certaine façon, 4 points cardinaux, 4 grandes orientations que fixait Pompidou à la France en général et à ses équipes en particulier. Rénovation, bonheur, sécurité et dignité. Pour ma part, je me rappelle enfant avoir vu le président Pompidou lors de son ultime déplacement en province. Il se trouve que c'était à Poitiers, que j'habitais à Poitiers. C'était quelques semaines seulement avant sa mort. Tout le monde, à ce moment-là, ne parlait déjà que de sa maladie qui, pendant longtemps, allait éclipser tout le reste. Alors, aujourd'hui, en dehors de la célèbre anthologie poétique qui a ressurgi la semaine passée sur le plateau d'une émission grand public, le nom de Pompidou évoque évidemment Beaubourg, l'art contemporain. Je pense que l'homme aurait apprécié de voir son image associée à la création et à la modernité. Mais c'est une image assez réductrice et celle que j'ai, moi, pour l'avoir donc croisé tout à la fin de sa vie, c'est celle d'un monsieur qui avait l'air à la fois infiniment débonnaire et pourtant la maladie lui avait donné cette sorte d'amplitude un peu gênante. Il était très rouge, mais un côté débonnaire, rond, presque patelin, et en même temps, on sentait percer sous tout cela une sorte de rayon laser à toute épreuve. On sentait l'autorité de cet homme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le mandat qui s'achève le 2 avril 1974 avait commencé près de 5 ans plus tôt, donc le 20 juin 69, ce jour historique en fin d'après-midi, alors que la longue journée d'investiture et de cérémonie officielle prend fin pour Georges Pompidou. Cette journée historique s'éclose par une séance de photos dans le parc du Palais de l'Élysée. Le nouveau président de la République va posé aux côtés d'une grande dame élancée vêtue d'un manteau blanc élégant aux lignes épurées signé Coco Chanel. La dame en question, c'est Claude Pompidou, bien sûr. Entre prestance et timidité, entre spontanéité et maîtrise, c'est désormais la première dame qui succède à Yvonne de Gaulle dans un genre résolument différent. Le style Pompidou, diront certains. C'est au quartier latin, au cinéma Saint-Michel plus précisément, qu'elle avait rencontré un bel et brillant jeune homme, Georges Pompidou. On était juste avant la guerre, lorsque la lumière du cinéma s'est rallumée, leurs regards se sont croisés, quelque chose s'est passé, et Georges dira des années plus tard, de ce jour, nous n'avons cessé de nous aimer sans partage. Et pendant plusieurs années, le jeune couple va mener une vie agréable à Marseille, où Georges, qui est normalien, agrégé de lettres, enseigne. Tout semble laisser croire
que cette vie rangée va se poursuivre dans un milieu universitaire, dans un milieu à la fois intellectuel et élégant, avec un charmant petit garçon qui a été adopté en 1942, Alain. Mais tout ça, c'était sans compter sur l'ascension sociale vertigineuse que va connaître le couple, enfin que va connaître surtout Georges Pompidou à la Libération. Ça commence par une rencontre avec le général de Gaulle, devant lequel Georges est littéralement béat d'admiration. Si on veut comprendre Pompidou, il faut d'abord se mettre dans l'esprit qu'il était totalement éperdu d'admiration pour ce général qui l'aura servi quoi qu'il arrive. Il va y avoir de nombreux plus en plus régulier avec le général. En 53, Georges Pompidou devient banquier chez Rothschild et entre les dîners chez le général, les fêtes chez les Rothschild, à Saint-Tropez, les galas de bienfaisance, les générales de théâtre, vous voyez un peu la vie mondaine que peut mener ce couple Pompidou au milieu du tout Paris. Et en mars 62, le général de Gaulle va convoquer Georges Pompidou et lui demander de devenir son Premier ministre. Je me rappelle avoir interviewé Alain Pompidou, qui avait donc une vingtaine d'années à l'époque et qui se souvient de l'échange entre ses parents. Il le raconte dans son ouvrage, je le cite. « Le soir, j'assiste à la maison à un débat nourri, presque houleux. Nous sommes dans le salon du quai de Béthune, donc on est sur l'île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, où un soleil de printemps tarde à se coucher. Mon père annonce « Le général m'a fait part de son intention de me confier le poste de Premier ministre. » La vérité que Claude ne voulait entendre tombe comme un coup près. Elle devient blême. Georges allait très tiré par la fatigue les derniers jours, pris entre deux ambitions. Ma mère reste sans voix, comme pétrifiée par ce qu'elle pressent. C'est sur un ton ferme et décidé que Georges lance à Claude « On ne peut rien refuser au général ». L'argument est sans appel. Georges Pompidou suit son destin comme dans la tragédie classique. Alors, c'est vrai que son épouse se méfiait de la politique et de tout ce qu'il y avait, de tout ce qu'elle supposait, notamment d'attaques. Il va y avoir des attaques d'une grande violence à la fin de cette même décennie. Mais il n'empêche qu'elle va aider son mari à faire entrer la modernité dans les institutions en général et tout particulièrement à Matignon. Dès son installation, Georges fait décrocher de son bureau les portraits 18e de Richelieu, oui, et de Colbert, 17e, devrais-je dire plutôt. Il les remplace par un braque et par un grand et somptueux soulage, tout en dégradé de noir, comme il se doit. On innove à Matignon, notamment avec des séances de cinéma qui ont lieu 2 fois par mois. Presque tous les samedis à 13h, Claude vient chercher Georges devant le perron de Matignon dans la Porsche blanche décapotable que son mari lui a offerte, et ils partent ensemble pour Orvilliers, qui est la maison de campagne. On sait à quel point les Pompidou vont faire connaître le village d'Orvilliers, vont faire connaître Montboudif aussi. La popularité du Premier ministre est sortie renforcée de la crise de mai 68 et à ce moment-là, on se dit, alors qu'il a quitté le pouvoir, que le général de Gaulle l'a remplacé à Matignon par Maurice Couve de Murville, on se dit que ce qui l'attend maintenant, c'est une succession probablement à l'Élysée. Au moment du grand bouleversement de mai 68, bouleversement qu'il aura sans doute été l'un des rares à identifier tout de suite, non pas comme une révolte sociale ou intellectuelle, mais bel et bien comme une crise de civilisation. Georges Pompidou est donc encore à Matignon, où il avait remplacé Michel Debré 6 ans plus tôt, et évidemment qu'il va sortir grandi de la façon pacifique et assez efficace dont a été gérée cette crise de mai 68. Le 30 mai, le général confie à Pompidou le soin de former son 5e gouvernement et sa première tâche d'après-crise va être de conduire la majorité aux élections législatives, puisque De Gaulle a dissous l'Assemblée, tout à fait dans l'esprit des institutions de cette 5e République qu'il avait voulu porter sur les fonds baptismaux. Naturellement, ça va être un très grand succès des gaullistes. Et malgré cela, la question du départ du Premier ministre est posée. Georges Pompidou avait l'intention, pour tout vous dire, de se mettre en retrait. Je vous ai dit qu'il avait maintenant une autre dimension qui était en train de se dessiner. Il voulait même carrément peut-être se mettre en réserve. Un certain nombre de personnalités, sans parler de son propre entourage, vont quand même essayer de le convaincre de rester, mais quand finalement Pompidou se résout à appeler Bernard Tricot, le secrétaire général de la présidence de la République, pour le faire savoir au général de Gaulle que finalement il serait prêt à rester, c'était un samedi matin, eh bien, il sent bien que Bernard Tricot au téléphone est très embarrassé. On le rappelle. Le général a dit « C'est trop bête, j'ai proposé le poste à monsieur Couve de Murville. »
Voilà une façon un peu gênante, embarrassante d'expliquer les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République a joué dans l'affaire un rôle un peu ambigu. Pour se débarrasser de Chaban-Delmas à l'époque, il a fait savoir à celui-ci, il lui a dit « Si Pompidou m'abandonne, je pars ». D'où la démarche du président de l'Assemblée nationale, de Chaban-Delmas auprès de Pompidou, et finalement un moyen de pousser les intérêts de Couve de Murville, qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque et qui n'était pas précisément un ami de Georges Pompidou. Ce que vous voyez, c'est que après plusieurs années aux affaires, tout ce petit monde gaulien, évidemment, commençait, comme on dit dans la politique, à se tirer dans les pattes. Le Premier ministre sortant en profite pour aller passer des vacances en famille à Carnac, dans la circonscription de Christian Bonnet, et c'est à ce moment-là, c'est pendant ces fameuses vacances que vont se déclarer comme une sorte de contre-coup de mai, une énorme fatigue. Alors on met ça sur le compte d'un surmenage qui n'a pas été parfaitement diagnostiqué, mais la vérité c'est qu'il y a chez Pompidou une terrible maladie de sang. J'aurai l'occasion d'y revenir. Pendant cette courte période où il va se mettre en retraite, où le président, en retrait, disons, en réserve de la République, où le président de la République, Charles de Gaulle, est en train de préparer le référendum qui va lui offrir une grande porte de sortie, on voit Pompidou préparer le terrain, préparer ses équipes, se préparer lui-même avec un véritable programme, et les Français ont envie de mieux le connaître. Il y a à peu près à cette époque, à 6 mois près, un texte assez magnifique d'Arthur Comte, qui raconte le président Pompidou. Ce texte a été publié à l'époque dans Historia, et voici ce que disait Arthur Comte, qui, comme vous allez le voir, manie pour désigner, pour exprimer la personnalité complexe de Pompidou, manie l'oxymore. Il est timide, je le fais sans l'accent d'Arthur Comte évidemment, il est timide tout en étant sûr de soi. Il est méfiant en bon auvergnat, tout en prisant la rudesse et occasionnellement quelques témérités. Il est fils des humanités, tout en aimant la mathématique absolue. Il est aussi doué pour le calcul que pour les thèmes. En calcul mental, il peut faire de tête les 4 opérations à une vitesse déconcertante. Au Conseil des ministres, il arrivera qu'il s'amuse à jeter quelques intégrales sur le papier pour faire diversion. Il surprendra même un jour son ministre des Finances, lui, ancien polytechnicien. C'est Pierre Rouanet qui rapporte cette anecdote qui en dit long. Giscard d'Estaing. Ce qui nous fait 13,6%. Pompidou. 13,7. Pardon, dit Giscard. 13,7, insiste Pompidou, ou plus précisément 13,72. Ah oui, merci, je disais donc, dit Giscard un peu décontenancé. Il fait sérieux, ajoute Arthur Comte, et il est narquois. Il fait narquois et il est sérieux. Dès l'adolescence, il est l'homme détaché si cher à Aldous Huxley, sans passion possessive, avisé de tout, amusé d'être bien vivant et ne travaillant que s'il y a de quoi s'amuser. Impossible de lui donner une note d'application, commente encore un de ses professeurs. Elle pourrait aller, dans tous les cas, de 0 à 20. Un beau ténébreux avec un style clair, estime un autre, un sobre insaisissable, très bourgeois arrivé avec toutes les grâces d'un aventurier de goût, il s'inscrit pour un temps à Albi, au Parti socialiste, mais pour préférer Paul Boncourt à Léon Blum. Il tire la carte, mais ne se ruine pas. Il taquine les étudiantes, mais ne s'enflamme pas. Il récite souvent la servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, ou le calme héros penché sur sa rapière qui regardait le sillage et ne daignait rien voir, mais peut adorer Chantecler, et n'étudie Racine qu'en polycopie, préparant en bâillant une agrégation de lettres qu'il termine pourtant premier de liste avec des notes éblouissantes. Il continue de bien cultiver son grec, mais plus volontiers il flâne dans les petites galeries surréalistes de Saint-Germain-des-Prés, pratique à longueur de nuit le bridge au Café du Palais et hante les théâtres du Boulmiche ou des boulevards. Voilà la personnalité assez insaisissable, pas très facile à comprendre, qui va donc se hisser au sommet de l'État et devenir le nouveau président de la République et succéder
Ah, De Gaulle. Ah, ça n'est pas une évidence, bien sûr. Comment peut-on succéder au général de Gaulle? En étant soi-même, répond Philippe Alexandre dans un texte que je ne résiste pas non plus au plaisir de vous lire, en tout cas de vous en lire un tout petit extrait. La politique ne sera plus vision fulgurante ni mission sacrée, écrit le grand chroniqueur Philippe Alexandre donc en 1970. Elle redeviendra ce qu'elle a toujours été sous les républiques, un exercice avec ses règles, ses ruses, ses pièges. André Malraux prédit déjà que le futur chef de l'État ne sera pas le successeur de Charles de Gaulle, mais le descendant ou le cousin du bon René Coty. Lorsqu'il était Premier ministre, il a souffert de la raideur du général, il peut bien l'avouer aujourd'hui. Aux tragédies, aux ripostes brutales et aux refus orgueilleux, il préfère ce qu'il appelle la souplesse et la patience qui permet tous les accommodements. Plutôt que les décisions solitaires, il affectionne les tractations, les ententes cordiales, les déjeuners au cours desquels on noue des liens au dessert. L'ancien Premier ministre aime rassurer. Il va dessiner une France provinciale accueillante aux épargnants, aux petits artisans, aux boutiquiers. Il évoque encore le mois de mai 68, mais pour conjurer les secousses et la violence. Il écoute les voix de tous ces Français ordinaires qui sont nés comme lui dans de petits villages, entre l'église et l'école communale, de ces braves gens si peu conformes à l'idée que le général se faisait, lui, de la France. À l'été 69, on voit les Pompidou photographiés sur un Zodiac bronzé, cheveux au vent souriant, le président en polo bleu, Claude en peignoir raffiné bleu marine. Ils ne vont pas perdre de temps, faut s'installer à l'Élysée, n'est-ce pas? Et les Pompidou s'empressent de transformer une partie du palais selon leur goût moderne. C'est ainsi qu'on voit se métamorphoser l'aile Jules Grévy en salon contemporain, avec des murs et des sols recouverts de vélum en tissu jersey écru, des projecteurs dissimulés dans le plafond, des fauteuils, des canapés à la pointe du design, qui a dessiné Pierre Paulin, et c'est Claude Pompidou qui a fait entrer, si je puis dire, Paulin à l'Élysée. Les tableaux, les vieux grands beaux tableaux du garde-meuble s'éclipsent pour laisser place à des œuvres du XXe siècle, Fautrier, Max Ernst, Herbin, Poliakov, Bram van Velde, évidemment, ou Hans Hartung. Dans les salons de l'aile Grévy trônent 2 Kupka et un Robert Delaunay qui entourent 4 magnifiques planches de Matisse extraites de jazz, etc., etc. Et on va donner du théâtre à l'Élysée et on va faire entrer la musique contemporaine avec notamment Pierre Boulez, je vous le disais, et Pierre Soulages, j'en disais un mot aussi, du chorégraphe Maurice Béjart, de l'artiste Niki de Saint-Phal, de la peintre Sonia Delaunay ou encore de la grande mécène et collectionneuse Peggy Guggenheim. Claude a recomposé la liste des invités, si vous le voulez, dans la réception annuelle à l'Élysée. On fait entrer beaucoup plus ce que nous aurions tendance à appeler, nous, la société civile. Alors, le moment n'est pas choisi pour évoquer la politique de Georges Pompidou, ce serait long et il faudrait entrer dans tous les détails. Quelques mots peut-être de la grande affaire de son mandat, de ce mandat écorné. Ça devait être un septennat, ce sera finalement donc un quinquennat par la force des choses. C'est la grande question de l'Europe. Dans les grandes lignes, nous dit Éric Roussel, la politique suivie par Georges Pompidou en matière communautaire s'inscrit dans le droit fil du gaullisme. À long terme, le second président de la Ve République se situait pourtant dans une perspective un peu différente de celle de son prédécesseur. Pour De Gaulle, la nation est un impératif catégorique, la souveraineté nationale ne peut être déléguée. Georges Pompidou, lui, est plus pragmatique, décidé à défendre la spécificité française, résolu à sauvegarder les intérêts que le suffrage universel lui a confiés. Il envisage à longue échéance une évolution de la communauté. Souvent, il évoquera la perspective d'un gouvernement européen. L'Europe, pour lui, ne doit donc pas être simplement, comme pour beaucoup d'Anglais, une zone de libre-échange. S'il est persuadé que l'union politique demandera beaucoup de temps, il souhaite qu'aussi vite que possible, le vieux continent puisse se constituer un facteur d'équilibre et de pouvoir. C'est toute la perception complexe d'une Europe qui reste une Europe des nations, mais une Europe des nations très intégrée, comme vous le voyez. Dès la fin des années 70, Georges Pompidou s'est ressenti de fatigues intenses, il s'est senti nerveux, parfois il avait du mal à marcher. Un soir de janvier 71, son médecin lui dit qu'il est atteint d'une maladie rare, une forme de leucémie qui évolue lentement, la maladie de Waldenström. Et pendant près de 2 ans, cette maladie va miner le président qui laisse le moins paraître possible les choses. Il continue à se montrer dans toutes sortes de circonstances. Mais les signes de cette maladie se font de plus en plus nombreux avec des grippes à répétition, des bronchites, des infections pulmonaires en tout genre. Le mal progresse et même la cortisone,
qui donne un aspect bouffi au visage présidentiel et fait s'interroger les Français, bien sûr. Même cette cortisone ne peut rien contre un mal qui s'infiltre de manière irréversible. Georges ne perd pas pour autant son humour ravageur lors d'un concert d'Henri Salvador. On est le 6 décembre 72, il s'éclipse et il plaisante devant les journalistes qui sont là. Il dit « Si le travail c'est la santé, il faut croire que je ne travaille pas beaucoup parce que je suis grippé. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a repris ses activités, il assume pleinement ses fonctions et tous ses collaborateurs dira qu'il est le responsable final jusqu'au bout. Mais vous voyez bien que dans la vie quotidienne, le cabinet vaque à toutes les opérations courantes. Dans ce contexte politique, les Pompidou se rendent à Aurevilliers pour changer d'air le week-end du 29 mars 74. Le dimanche soir, la souffrance se fait vraiment terrible. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Georges Pompidou n'a pas pu se lever. Il est resté cloué par une fièvre importante. Le médecin arrive d'urgence. C'est une septicémie qui s'est déclarée, qui résiste aux antibiotiques. On revient à Paris où une surveillance étroite est mise en place. La fièvre persiste, la douleur devient insupportable au président. Et Claude est là qui veille son mari nuit et jour. Elle ne dort plus, bien sûr. À ses côtés, Georges tente de ne pas perdre la face. Il masque son désespoir. Et le 2 avril 1974, il esquisse un sourire. Il regarde sa femme et il s'endort. Quelques heures plus tard, il aura perdu totalement et définitivement conscience.